Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission intitulée Parlons-en, émission qui nous permet d'évoquer l'ouvrage ou les ouvrages de notre invité de quelque thématique que ce soit, parfois liées à l'actualité. Pour ce premier numéro, nous avons l'honneur de recevoir Éric Anseau, maître de conférence à l'Université de la Sorbonne où il enseigne l'histoire du XIXe siècle et l'histoire des pouvoirs, de l'action publique et des sociétés en France et en Europe à l'époque contemporaine, auteur de nombreux ouvrages dont il a obtenu le Grand Prix de la Fondation Napoléon en 2000 pour ses travaux sur le Second Empire. Alors, ces ouvrages, si je devrais en citer que les plus récents, seraient Napoléon III, un Saint-Simon à cheval, publié chez Talandier en 2012, Ils ont fait et défait le Second Empire, publié également chez Talandier en 2019, et bien évidemment, les deux publications objets de notre émission de ce soir. D'une part, Les élites françaises, des Lumières au grand confinement, publié chez Passé Composé en 2020, et La laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, publié également chez Passé Composé en 2022. Bonsoir, monsieur Éric Anseau, et merci de votre présence. Alors, nous allons diviser notre émission en deux temps. Dans un premier temps, nous allons évoquer l'ouvrage intitulé Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, où j'aurai la charge de poser mes questions à notre invité de ce soir, et je passerai la main dans un second temps à David Saforcada pour évoquer le livre intitulé Les élites françaises, des Lumières au grand confinement. Alors, la notion de laïcité aura été plus qu'employée pendant cette campagne présidentielle, devenant un thème majeur dans la communication de plusieurs candidats à la magistrature suprême. Pourtant, nous oublions bien trop souvent quel est le sens même de ce principe, sans écarter l'origine qui date d'il y a déjà plusieurs siècles. Mis en avant par Marine Le Pen pour défendre sa politique visant à interdire le port du voile islamique, affiché par Emmanuel Macron pour lutter contre le séparatisme islamiste, permettant à chacun de croire ou de ne pas croire, ou enfin exalté par Jean-Luc Mélenchon, et qui pour lui est une notion visant l'émancipation politique et sociale, sans toutefois être anti-religieuse. Pourtant, en comprendre les tenants et les aboutissants n'est pas chose aisée, tant ceux qui en sont reconnus comme les meilleurs spécialistes ne s'accordent ni sur la définition de la laïcité, ni sur son interprétation, nous rappelle Éric Anseau. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la loi de 1905 ne propose aucune définition du terme, qu'elle ne cite d'ailleurs à aucun moment. Les écrits de l'auteur frappent par leur perspicacité, en sachant nous faire traverser les époques pour mieux comprendre les contours parfois différents qu'ont pu prendre cette notion. Alors ce soir, tentons d'y voir plus clair sur ce principe qui rassemble et qui divise à la fois, et qui a, quoi qu'il en soit, déjà fait couler beaucoup d'encre jusqu'à nos jours. Alors, Éric Anseau, la première question que j'aimerais vous poser ce soir concernant votre ouvrage sur la laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent est la suivante. Qu'est-ce qui, dans l'histoire des rapports entre pouvoirs spirituels et temporels en France, fondait selon vous la spécificité de la laïcité à la française? Alors tout d'abord, bonjour. Il est convenu, vous savez, en France de dire que notre laïcité naît avec la Troisième République et en particulier avec la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Mais en fait, l'histoire de la laïcité française est beaucoup plus longue. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mon dernier livre, puisque je remonte en fait à l'Antiquité, mais je fais également un long détour par l'époque monarchique. Et on l'abordera peut-être tout à l'heure, la Révolution, le consulat, l'Empire, qui constitue une période importante. Alors, si vous voulez, pour prendre les deux bouts de l'affaire, bien évidemment, la loi de séparation des Églises et de l'État aujourd'hui constitue la matrice de notre laïcité.
Mais il ne faut pas oublier que les républicains, qui étaient très attachés à cette laïcité sous la Troisième République, l'avaient bâtie d'une façon différente. Jules Ferry, dans les années 1880, par exemple, ne concevait pas du tout, lui, dans son esprit, une séparation des églises et de l'État. En effet, il se méfiait trop de la religion catholique pour, je dirais, l'abandonner à son sort et lui donner une trop grande liberté au sein de l'État. Donc, de ce point de vue, Jules Ferry était très attaché à la tradition longue de l'histoire de France, qui est une tradition concordataire, à savoir une alliance entre l'Église et l'État, mais dissymétrique, puisque c'est l'État, en fait, pour parler très clairement, qui contrôle l'Église. Et la laïcité telle que la concevait Jules Ferry, donc dans les années 1880, consistait à laïciser l'école, à laïciser les cimetières, à supprimer par exemple les crucifix qui se trouvaient dans les édifices publics, ou encore les prières qui précédaient nos sessions parlementaires, mais ça n'allait pas jusqu'à la séparation. Alors maintenant, pour remonter le fil du temps, effectivement, on peut considérer, toutes choses égales par ailleurs, attention, le mot laïcité est un mot qui apparaît au XIXe siècle, mais qu'il y a des jalons de la laïcité, je dirais, dans la monarchie d'Ancien Régime, dans la monarchie médiévale, puisqu'en fait, nos rois de France, pour s'émanciper à la fois du pouvoir impérial, du Saint-Empereur romain germanique d'une part, mais également du pouvoir du pape, qui était très pesant, ont joué un petit peu l'un contre l'autre, de manière à affirmer le pouvoir de la monarchie capétienne. Alors là, on le voit très très bien avec un roi comme Philippe le Bel, par exemple, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, et une querelle très importante avec le pape Boniface VIII, à tel point qu'il a même été excommunié, tout simplement parce qu'il affirmait une justice d'État, il voulait lever l'impôt sur le clergé, deux exemples parmi d'autres, tout ça ne plaisait pas, bien évidemment, au pape. Et puis, il y a d'autres jalons, alors je ne vais pas tous vous les évoquer, mais les guerres de religion et la volonté par un chancelier comme Michel de l'Hospital, par exemple, ou bien plus tard par un roi comme Henri IV, avec l'édit de Nantes, de pacifier en fait les choses en accordant aux protestants un certain nombre de prérogatives. L'édit de Nantes est un édit de tolérance à leur égard, eh bien, sont des jalons importants, indiscutablement, vers ce qui sera la laïcité. Alors justement, ce que vous évoquez, ça m'emmène à cette deuxième question. En quoi la laïcité est-elle un instrument politique et juridique permettant de faire société? Alors la laïcité, si on cherche à la définir, ce sont trois choses. Parce qu'en fait, si vous voulez, je ne suis pas parti que de l'exemple français. Bien évidemment, ce sont les Français en fait qui ont inventé le mot, mais le mot après est passé dans différentes langues. Il faut par exemple savoir que les Turcs l'utilisent au XXe siècle, laïclique, c'est l'équivalent exact de notre laïcité, mais le concept et le principe de laïcité existent dans beaucoup d'autres pays sur Terre. On peut estimer aujourd'hui que sur les 210 États souverains que compte la planète, les deux tiers ont une forme ou une autre de laïcité. Alors, laïcité, si vous voulez, si on définit simplement, ce sont trois choses. C'est le refus de l'assujettissement, en fait, de l'État et de la société à une idéologie et également, au travers des idéologies, à toute forme de religion, de forme de pensée contraignante. En sens inverse, ça veut dire que, bien évidemment, les religions également ne sont pas complètement assujetties à l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la liberté de conscience pour chacun. Chaque sujet, quand on est dans un régime monarchique de type ancien, chaque citoyen aujourd'hui dans nos États démocratiques. Et puis, le troisième élément, c'est l'égalité de toutes et de tous devant la loi, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas. Et normalement, dans un État laïque conséquent, eh bien, que vous soyez catholique, protestant, juif, musulman, agnostique, athée, eh bien, vous êtes égaux tous devant la loi. Donc, si vous voulez, c'est le grand principe de la laïcité. Alors, cette laïcité, bien évidemment, connaît différentes formes selon les pays où nous nous trouvons.
vous avez des laïcités qui sont très proches de la laïcité française. Je pense aux laïcités dans les pays d'Afrique noire aujourd'hui, à tel point qu'on retrouve dans ces constitutions-là eh bien, des définitions de la laïcité qui ressemblent à celles de notre constitution de la Ve République. Et puis, vous avez des laïcités, des formes de laïcité qui sont très différentes. La laïcité, par exemple, de la République des États-Unis d'Amérique, on se dit, mais ils ne sont pas laïcs, les Américains. Le président prête serment sur la Bible et nous retrouvons sur les billets de $1 américain, In God We Trust. Oui, mais c'est récent, ça date du second XXe siècle, In God We Trust. Quant au fait pour le président des États-Unis de prêter serment sur la Bible, cela relève de la tradition. Et en fait, plusieurs des présidents américains n'ont pas prêté serment sur la Bible. Et peut-être qu'un jour, alors advienne que pourra, et là je me fais un petit peu provocateur, mais nous aurons un président de la République des États-Unis qui prêtera serment sur la Torah ou sur le Coran. Pourquoi pas? La laïcité américaine, si vous voulez, protège peut-être davantage, c'est ce qui fait sa spécificité, les églises, les religions, les communautés, les individus de l'État, qu'elle ne fait l'inverse. C'est pourquoi, dans le premier élément de triptyque de ma définition que je donnais tout à l'heure, j'ai été prudent et je disais refus d'assujettissement eh bien, de l'État et de la société aux religions, mais l'inverse peut aussi être vrai, bien sûr. Alors, vous connaissez, hein, bien entendu, notre affiliation bonapartiste et je ne pouvais pas ne pas vous poser la question suivante, puisque dans votre ouvrage, vous évoquez la période révolutionnaire en rappelant qu'en 1789, la vie des Français est encadrée et rythmée par la religion. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789 marque le passage de l'État catholicité à celui de laïcité, puisque le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Vous évoquez quelques pages plus loin que le legs de Bonaparte est capital puisqu'il propose une nouvelle étape de la laïcisation. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, le premier élément, c'est que Napoléon Bonaparte, bien évidemment, quand il fonde le consulat, est un fils, d'une part, des Lumières et d'autre part, de la Révolution française. Il a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que vous évoquiez à l'instant, chevillée au cœur et à l'âme. Et dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous avez en particulier la liberté de conscience qui est posée. Alors, pas la liberté de culte, mais vous aurez plus tard un certain nombre d'expérimentations qui auront lieu sous la Révolution et qui reprennent d'une certaine façon toutes les voies possibles de laïcité ouvertes par les Lumières. On aura par exemple en 1795 une première séparation des églises et de l'État. Et puis vous aurez à d'autres moments donnés, avec un peu antérieurement la constitution civile du clergé, eh bien, un clergé qui noue un lien étroit avec l'État, mais qui est contrôlé, bien davantage encore qu'il ne l'était sous l'Ancien Régime, par l'État. Et c'est cette voie-là que va choisir en fait Napoléon Bonaparte, puisqu'il va conclure, je le disais tout à l'heure, un accord avec le pape pour pacifier, je dirais, les relations qui s'étaient tendues considérablement à la fin de la Révolution, et ça va être le fameux Concordat de 1801. Alors c'est un accord pour rétablir la paix. Étymologiquement, c'est ce que veut dire un concordat, mais c'est un accord dissymétrique, puisque bien davantage favorable à l'État et aux prérogatives de la France qu'à la papauté. Jean Bobéro, qui est un très très grand spécialiste de la laïcité, évoque un premier seuil fondamental de laïcité avec Napoléon Bonaparte, avec ce consulat. Alors, Napoléon Bonaparte ne s'arrête pas là, puisqu'il adjoint en fait au concordat avec les catholiques les articles organiques qui vont organiser en fait les cultes protestants, le culte luthérien d'une part, et puis le culte, comme on le disait à l'époque, de la religion prétendue réformée, c'est-à-dire les calvinistes d'autre part. Et puis, bien évidemment, vous le savez, parce qu'on compare souvent ces choses avec ce qu'on pourrait faire de l'islam aujourd'hui en France, eh bien, il aura également cette organisation du culte israélite, convoquant pour la première fois depuis l'Antiquité un grand Sanhédrin, et puis après, agissant par décret, de manière eh bien, à ce que les Juifs achèvent de devenir des citoyens
des sujets français. Voilà, donc la Révolution avait initié le mouvement et Napoléon Bonaparte l'achève en 1807-1808. Alors, vous évoquiez justement hein, l'islam, donc concernant l'islam, hein, qui est beaucoup critiqué par certains partis politiques, notamment en affirmant que la position des fidèles peut être contraire au principe même de laïcité. Vous évoquez dans votre ouvrage, et je trouve fort justement, que demander pourtant à l'islam et aux musulmans d'accomplir sans effort, mais aussi sans aide, ce que le christianisme et les chrétiens ont mis plusieurs siècles à accomplir, relève au mieux du pari osé. Vous orientez le lecteur vers une piste, c'est-à-dire penser l'islam dans la laïcité et non penser directement la laïcité à partir de l'islam. Qu'en est-il réellement? Alors en fait, si vous voulez, il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, alors je pense, sans polémiquer bien évidemment, mais il ne s'en cache pas, il en a fait l'un des éléments centraux de sa campagne, comme Éric Zemmour, qui considère, si vous voulez, en distinguant l'islam et les musulmans, que l'islam est incompatible dans sa forme, je dirais, d'essence avec la République. Et en particulier avec la laïcité républicaine. Alors, en fait, c'est ce que j'ai montré dans mon livre. Il y a un chapitre qui s'appelle Islam et laïcité. Il n'en est rien. Et j'en veux pour preuve, d'une part, un retour au texte fondateur, en particulier le Coran, et en particulier ce qu'on appelle la charte de Médine, par laquelle eh bien, le prophète Mahomet avait permis aux Juifs et aux musulmans de cohabiter dans la ville de Médine. Alors, bien évidemment, là aussi, je ne suis pas dupe et je sais bien que les musulmans ont massacré également des gens qui ne croyaient pas en leur religion et qu'entre eux, ils se sont, et dès cette époque-là, extrêmement divisés. Alors, ce qui est indéniable, c'est qu'ensuite, dans l'histoire de l'islam, les choses ont évolué. Vous avez d'une part les successeurs du prophète, qu'on appelle les califes rachidoun, qui ont durci pour certains d'entre eux le message de Mahomet. Et puis, vous avez les fameux hadiths, hein, qui interprètent, vous le savez, la parole et l'action du prophète. Et en fait, plus qu'un islam, on devrait dire des islams. Et ce qui est très intéressant par rapport à notre question actuelle, telle qu'on la rencontre aujourd'hui en France, c'est que vous avez eu au début du XXe siècle deux grandes branches qui se sont séparées. Au moment, j'évoquais tout à l'heure la Turquie, où Mustafa Kemal Atatürk a mis en place une laïcité en Turquie. Nous étions au début des années 1920, en supprimant le califat et le sultanat, 1924 et 1926. Et toute une partie, je dirais, des théologiens musulmans ont dit « Ah là là, c'est absolument scandaleux, c'est un hérétique, parce que l'Oumma doit rester unie, l'Oumma c'est la communauté musulmane, et c'est le religieux qui doit commander le politique. » Alors là, c'est une pensée, nous sommes bien d'accord tous, totalement contraire à la laïcité. Mais vous avez, par exemple, Ali Abderrazik, qui est un très très grand théologien musulman, qui à ce moment-là va dire eh bien, c'est une opportunité absolument formidable que nous offre Mustafa Kemal Atatürk, c'est de revenir aux fondements, ce qu'il estimait être les fondements de l'islam, une forme de séparation entre le religieux et le politique. Tout cela pour vous dire qu'on peut être musulman et même théologien et considérer qu'une forme de laïcité existe. Et d'ailleurs, je vous en donne deux autres exemples. Alors attention, hein, c'est une laïcité, nous sommes bien d'accord, très différente de la laïcité républicaine, mais c'est une forme de laïcité. Alors le premier exemple que je vous donnerai, c'est le Liban. Vous savez que le Liban a été divisé par des querelles religieuses qui ont abouti à une guerre civile dans les années 1970 et 1980. Et plusieurs hommes politiques et théologiens également ont réfléchi au fait eh bien, d'importer, alors là en allant très loin, la laïcité française au Liban, puisque le Liban avait longtemps été, vous le savez, dans son histoire sous mandat français, et ça nous ramène d'ailleurs, je vais vous faire plaisir, à Napoléon III, puisque c'est la fameuse expédition de Syrie et du Liban de 1860-61 à but humanitaire, hein, qui explique cela, cette influence française sur le Liban. Donc les Libanais du début des années 80 se sont dit, mais pourquoi ne pas importer
la laïcité française pour pacifier les choses entre nos confessions. Puis finalement, ça n'a pas pu aboutir. Et puis l'autre exemple que je donnerais, alors bon, isolé, hein, j'en suis bien conscient dans le monde musulman aujourd'hui, mais tout de même, c'est la Tunisie, parce que dans la constitution actuelle de la Tunisie, oui, l'islam est religion d'État, hein, mais je rappelle que le catholicisme était religion d'État sous Napoléon, il est resté sous la Restauration, et que c'est uniquement en 1830 qu'il a perdu ce statut de religion d'État. Mais par contre, vous avez, comme sous la Révolution française, comme sous Napoléon, le principe de liberté de conscience qui est imposé, et le pluralisme religieux aussi qui est affirmé. Donc vous voyez que c'est un élément très très important par rapport à la définition que je donnais tout à l'heure. Donc pour résumer, oui, tout est possible. En fait, vous l'aviez évoqué dans une question précédente et je n'avais pas terminé de répondre. La laïcité, c'est un principe politique à géométrie, dans le cadre de la définition que je donnais, assez variable, mais tout à fait fondamental parce qu'il est dans la main de l'État et l'État peut faire varier le curseur de la laïcité. Et ce principe est fondamental parce que c'est celui qui nous permet, avec toutes nos différences, eh bien, de vivre ensemble, de vivre en commun. Bien, je trouve que c'est une merveilleuse conclusion pour terminer ces questions sur la laïcité. Donc, je recommande évidemment votre ouvrage « Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent », publié aux éditions Passé Composé. Et je passe maintenant la main à David Saforcada pour votre ouvrage « Les élites françaises ». Merci. Bonsoir Eric Lasso. Merci beaucoup pour cet exposé sur la laïcité qui amènerait bien d'autres questions et bien d'autres sujets. On pourra en reparler. Moi, ça m'est venu en vous écoutant, notamment sur le dernier sujet, à penser à l'émir Abdelkader, lorsqu'on a parlé de Napoléon III, de la Syrie, etc., avec une approche de la religion musulmane qui pourrait, à mon avis, être des plus intéressantes à travailler, autant pour les historiens que nous sommes, enfin, l'historien que vous êtes plutôt, parce que nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des amoureux de l'histoire, et par contre, les politiques que nous sommes, pour pouvoir parler assimilation et autres, mais c'est un autre sujet. Donc moi, si vous le permettez, je vais vous poser quelques questions sur les élites françaises, parce que vous avez écrit il y a pas si longtemps que ça, les élites françaises des Lumières au grand confinement, que je vous présente ici. Merci beaucoup, qui vient de ressortir en livre de poche il y a très peu de temps, à la mi-avril. Et en plus, cher David, je vois que vous avez de très bonnes lectures, puisque je vois juste derrière vous mon Napoléon III. Tout à fait, tout à fait. Et il y en a d'autres, mais bon, on ne peut pas tous, malheureusement, tous les exposer. Et d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'autres débats, notamment celui sur l'empire libéral, sur lequel je pense que là, nous aurions des petits désaccords. Mais il y en aurait quand même. C'est fort possible. Mais bon, revenons aux élites. Revenons aux élites, d'autant plus qu'on va pouvoir faire et de l'histoire et de l'actualité. Nous reviendrons, je pense, sur l'actualité avec une certaine vision des élites, notamment avec ce que le président de la République vient de faire vis-à-vis des préfets et du corps diplomatique. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, si vous le permettez. Là, j'aurais une première question avec vous. Et d'ailleurs, je partage votre point de vue parce que dans votre ouvrage, vous ne remettez pas en cause le bien fondé d'une élite. Dans une société, il faut une élite. Après, chacun entend ce qu'il veut par le mot élite, mais il faut une élite. Par contre, vous estimez, et moi aussi comme vous, qu'il faut qu'elle soit légitime et digne de confiance. Et selon vous, qu'est-ce qui fonde cette légitimité et cette confiance par rapport au reste de la société? Alors, merci pour cette première question. Alors, d'une part, ça ne vous a pas échappé, je mets le terme au pluriel parce que, en fait, quand le terme a été défini, c'est au Moyen-Âge. Christine de Pisan, Chrétien de Troyes, donc on était entre le XIIe et le XIVe siècle, pour faire simple, eh bien, il y avait deux acceptions, si vous voulez, du terme élite. Élite, d'abord, c'est le sommet politique de la société, c'est le souverain médiéval, et c'est ceux qui l'entourent pour l'aider à prendre des décisions. Donc, à l'époque, on dira le haut clergé, et puis les grands, les nobles de premier rang. Mais dans l'idée d'élite, vous avez également l'idée des meilleurs de chaque catégorie, ordre social, comme on le disait à l'époque au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous dirions classe, couche sociale, catégorie socio-professionnelle.
Il y a une élite de la chevalerie, il y a une élite de la boulangerie. Alors, je vous dis tout cela parce que utiliser le concept de pluriel me permet de dire que lorsque les élites sont différentes, plurales, les choses vont bien. Mais lorsque les élites n'en forment plus qu'une, attention, danger. Et en particulier, et là ça nous ramène à l'époque contemporaine, lorsque les élites médiatiques, politiques et économiques sont mêlées, eh bien là, il y a un sentiment très profond de défiance du peuple à l'égard de ces élites. Alors ça me ramène à votre question. En fait, oui, tous les États, toutes les sociétés génèrent des élites. Vous savez, même les communistes qui se vantaient qu'à la fin des fins, ils aboutiraient à une société sans élite, eh bien, n'ont pas réussi à bâtir ce type de société, puisque les régimes communistes qui ont été expérimentés au XXe siècle, eh bien, ont généré une nomenclatura, qu'il s'agisse de l'URSS, de la Chine, aujourd'hui encore, puisque c'est un des derniers avatars, de la Corée du Nord. Alors, je crois que pour qu'il n'y ait pas défiance, qu'il y ait confiance en fait entre le peuple et ses élites dirigeantes. Le peuple est bien conscient qu'il lui faut des dirigeants, l'immense majorité du peuple. Il faut d'une part qu'il y ait compétence. Il faut que les élites fassent preuve qu'ils sont bien, je le disais tout à l'heure, c'est l'une des deux acceptions du terme élite, les plus compétents pour exercer ces fonctions dirigeantes. Il faut, je dirais, un caractère irréprochable de ces élites. Alors, on s'entend bien, personne n'est totalement vertueux. Même le général de Gaulle, que nous portons très haut, même Napoléon III, que nous chérissons, eh bien, avaient leurs petits travers. Mais il y a des fautes plus ou moins graves, les fautes sur lesquelles, les fautes vénielles, on dira, le peuple est prêt à passer, et des fautes beaucoup plus graves. La prévarication, le fait de penser à soi avant de penser à l'intérêt général, le fait de ne pas aimer sa patrie et de servir plutôt des intérêts étrangers, le fait de favoriser des clans au détriment de la société globale. Donc tout ça pose un véritable problème. Et puis le troisième élément, eh bien, c'est le fait que les dirigeants ne soient pas arrogants, ne soient pas imbus d'eux-mêmes, mais tout en, bien évidemment, une considération pour la position qu'ils occupent et que le peuple reconnaisse cette considération, qu'ils n'écrasent pas non plus le peuple. Et parfois, on l'a trop vu dans notre histoire, eh bien, c'est tout l'inverse qui s'est produit. D'où des périodes de grandes difficultés. Tout à fait. Et lorsque je vous écoute, je pense à certaines périodes de l'histoire, mais malheureusement, je ne peux m'empêcher de penser à la situation actuelle qui a entraîné les Gilets jaunes, etc. Et encore aujourd'hui. Attendons un peu avant de développer. En lisant votre ouvrage, je suis tombé sur une idée que j'ai trouvée excellente aussi, dans laquelle, si je vais résumer en fait, vous nous expliquez que c'est l'élite qui dirige la société, mais que c'est la société qui produit les élites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette façon de voir que je Oui, partage? alors ça ne vaut pas pour toutes les époques, encore une fois. Alors c'est peut-être ce qui fait le partage, je dirais, entre les époques plus reculées que je n'étudie pas dans ce livre-là. Contrairement au livre sur la laïcité où je remonte à l'Antiquité, là je n'aborde que les 300 dernières années, pour faire simple, du début des Lumières jusqu'au temps présent. Le sous-titre du livre, c'est Des Lumières au grand confinement, donc à 2020. Dans une société en voie de démocratisation, ou une société carrément démocratique, démocratie libérale, puisque nous sommes actuellement en démocratie libérale, il est bien clair que nous passons par un processus électoral. Alors, bien évidemment, ne soyons pas complètement dupes, et on le voit aujourd'hui avec l'élection présidentielle qui nous occupe actuellement, c'est une démocratie très représentative, très canalisée, je dirais, et même d'une certaine façon très organisée par des sondages, par les médias et puis par les dirigeants qui sont déjà en place. Mais malgré tout, il demeure le pouvoir du bulletin de vote. Et si eh bien, le peuple est mécontent de ses dirigeants, même s'il peut être conditionné en amont, libre à lui eh bien, de les éliminer.
Donc, c'est ce que j'entendais dans ce livre par le fait qu'effectivement, le peuple a une part de responsabilité s'il accepte eh bien, d'être asservi, d'être gouverné par des élites dont il est mécontent, eh bien, voilà, il est fautif. D'accord. On peut le voir comme ça, mais après, est-ce que le peuple élit forcément des élites? La question aussi pourrait se poser. Là, encore une fois, on pourrait aller à qu'est-ce qu'on entend par élite. Euh, autre question, autre question qui va nous amener un peu plus loin, c'est selon vous, justement, quelles doivent être les relations entre le chef de l'État, les élites et le peuple? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question que j'ai cherché à aborder dans mon livre en mettant l'accent sur certaines figures, si vous voulez. Alors, en gros une dizaine, hein, même une douzaine. Là, bien évidemment, faute de temps, je ne vais pas tout rebalayer ce qu'il y a dans mon livre. Je vais vous prendre simplement très rapidement, si vous le voulez bien. Et comme je suis devant une organisation qui est attachée à la mémoire des deux Napoléons, il y aura dans les 4 figures que je vais retenir nos 2 Napoléons. Mais je vais commencer par Louis XVI, parce que c'est très très intéressant. Louis XVI, c'est un roi qu'il est convenu de décrier, mais les historiens savent bien que les choses sont beaucoup plus complexes et qu'en particulier, Louis XVI a cherché à établir un contact avec le peuple. Et vous savez que ceux qui lui ont savonné la planche à la fin de l'Ancien Régime, c'est ce que montre très très bien un livre de l'un de mes camarades historiens qui s'appelle Fadi El Hadj, qui a publié ce livre chez le même éditeur que mes 2 ouvrages qui sont présentés aujourd'hui, c'est-à-dire Passé composé, eh bien, la noblesse des Lumières, d'une certaine façon, par ses revendications, et en particulier les parlements, a instrumentalisé d'une certaine façon le peuple en le détachant de la couronne et tout pour son propre profit, pour obtenir au sein de l'État des avantages, et tout cela a fini par entraîner la Révolution. Simplement, ça s'est retourné contre ces élites nobiliaires, puisque non seulement le roi a été renversé, 1792 et puis 1793 décapité, comme vous le savez, mais les élites nobiliaires ont elles-mêmes été entraînées dans le mouvement et ont fait la place à 2 nouvelles élites issues très largement du tiers-État, du sommet du tiers-État, c'est-à-dire la bourgeoisie. Alors, abordons maintenant le cas de nos 2 Napoléons, qui est aussi très, très intéressant. Et pour le premier des Napoléons, dont je ne suis pas un spécialiste, simplement j'ai commis quelques travaux, mais l'un des grands spécialistes, vous le savez, c'est mon maître, c'est Jean Tullard, qui a publié une très grande biographie de Napoléon, Napoléon ou le mythe du sauveur. Alors, quelle est la thèse, quelle est l'idée centrale que défend Jean Tullard dans cet ouvrage? C'est qu'en fait, Napoléon n'aurait pu advenir sans, à la base, alors après, il y aura le soutien d'une grande partie des Français, mais à la base, si l'élite n'avait pas eu besoin de lui pour clore la Révolution et une période de trouble sous le Directoire. Notons au passage que les choses sont un peu plus compliquées que ça, mais je simplifie la thèse. Et donc, si vous voulez, dans un premier temps, Napoléon s'appuie sur les élites. Mais lorsque Napoléon va devenir très gênant pour les élites, succession de guerres, crise économique à la fin de son règne, ce n'est pas tant le peuple qui va le lâcher que les élites. Vous savez que c'est la trahison de Talleyrand, c'est en fait la déchéance par le Sénat, avant la Chambre des notaires de Paris, etc. etc. Et donc, Napoléon, en fait, est lâché par les élites. Alors, pour Napoléon III, les choses sont, je dirais, et ça c'est très intéressant, là c'est le spécialiste qui endosse sa casquette, très différent. Parce que j'ai publié plusieurs travaux où je compare Napoléon III, je tiens vraiment à ce qu'il soit présent, et De Gaulle. Et de ce point de vue, je dirais, alors que sur d'autres points, je rapprocherai davantage Napoléon III et De Gaulle, mais sur ce point, Napoléon III se distingue fondamentalement, vous allez voir pourquoi, de Napoléon et de Gaulle. Et c'est plutôt Napoléon et De Gaulle qui ont des destins similaires par rapport à leurs élites, parce que les choses se passent mal au début entre Napoléon III et le futur Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, et les élites. Je rappelle qu'il a quand même une grande partie des élites contre lui, et lorsqu'il va être élu président de la République en décembre 1848,
Certes, il a le soutien du Parti de l'Ordre, enfin, c'est un soutien vraiment du bout des doigts et en se pinçant très, très fortement le nez. Alors, même si la formule est apocryphe, il y a une part de vrai. Thiers, qui va d'ailleurs se faire rouler dans la farine, dit ce Louis-Napoléon est un crétin que l'on mènera. Mais donc, quoi, c'est plutôt l'inverse qui se produira. Et la présidence de Louis-Napoléon va être très, très dure, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir globalement les élites dirigeantes, les anciennes élites de l'orléanisme contre lui, et il va jouer la carte du peuple contre les élites en se rendant dans de grands voyages en province. Et par exemple, c'est le fameux discours de Saint-Quentin en disant « Mes amis ne sont pas sous les lambris dorés des palais, mais bien davantage sous le chaume des toits des fermes et dans les ateliers des artisans et des ouvriers. » Mais alors, par contre, il va obtenir, après le passage à l'Empire, le soutien des élites, y compris d'ailleurs, ça nous amène à l'Empire libéral, d'élites libérales qui jusque-là lui étaient hostiles. Donc, si vous voulez, de ce point de vue, c'est très, très intéressant. Et ce qui va entraîner la chute de Napoléon, alors que l'Empire libéral, on ne sera peut-être pas d'accord, mais avait réussi à rallier quand même une très, très grande partie des populations. Eh bien, c'est la guerre, c'est la défaite dans la guerre. Alors, De Gaulle, maintenant, je termine ce panorama vraiment très cavalier avec De Gaulle. Eh bien, De Gaulle, quand on regarde les choses, il a eu le peuple avec lui, il a eu aussi d'une certaine façon les élites avec lui, relation très troublée avec les élites. Hein. Souvenez-vous de 40, souvenez-vous de 44, 45, 46, souvenez-vous de la traversée du désert. Mais bon, il a les deux avec lui. Et puis, il y a mai 68, et puis il y a surtout le fameux référendum qui entraînera sa chute et qui l'abandonne bien davantage que le peuple dans ce référendum. Ce sont les grands barons, ce sont les grands chefs de département, les notables oppositions assises. C'est également son ministre, son ancien ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, les choses se jouent à très très peu au moment du référendum. Et nous le savons aujourd'hui, tous les spécialistes des études électorales l'ont montré, il aurait suffi d'avoir le soutien d'une grande partie des centristes, du centre droit, pour faire simple, du côté du oui au référendum, et le référendum passait haut la main. Donc, en fait, De Gaulle, un peu comme Napoléon, a perdu le pouvoir. Il l'a quitté noblement, vous savez, en démissionnant à la suite de l'échec du référendum, mais il a perdu le pouvoir parce qu'il a été, lui, lâché par les élites, alors qu'il avait une grande partie de la population encore de son côté. Très, très belle explication qui en plus nous amène aussi donc à aujourd'hui, parce qu'on l'a bien compris, effectivement, les Napoléons avaient le peuple avec eux, et on se souviendra, on va dire, les mauvaises années, en 1815, on se rappellera que le peuple, les fédérés, venait assiéger, si on peut dire, l'Élysée pour que l'empereur reste et redevienne ce général qui avait porté la révolution, et ne voulant pas de guerre civile, il avait dit non. Alors, bonne ou mauvaise décision, on jugera. Moi, pour Napoléon III, j'aime à me souvenir, je n'y étais pas, mais j'aime à me souvenir ces nombreux ouvriers qui étaient présents à ses obsèques, donc ce qui prouve que le peuple était encore là. Donc pour le général de Gaulle, un peu pareil. Alors lui, il s'était coupé effectivement d'une élite financière autre, et peut-être aussi d'une autre élite qui était une élite militaire, mais c'est pour d'autres raisons et c'est un peu différent. Tandis qu'aujourd'hui, parce qu'on va sauter aussi dans le temps, et aujourd'hui on va venir à ce qui nous intéresse, donc à cette année 2022, mais aussi au quinquennat depuis 2017, où on a l'impression qu'on a un chef de l'État qui s'est coupé, lui, pour le coup, du peuple, avec l'épisode des Gilets jaunes, et qui aujourd'hui se coupe, alors je vais dire, d'une certaine élite, mais cette élite des hauts fonctionnaires de cette élite qui a construit la France depuis des décennies, et voire même plus loin, parce que si on remonte à l'époque napoléonienne, c'est les préfets, c'est Napoléon. Le corps diplomatique, bon, on va dire qu'on a eu des grands diplomates. Alors, je ne citerai pas le plus grand diplomate du Premier Empire, parce que j'ai toujours du mal à citer M. Talleyrand. Bon, vous voyez, je l'ai quand même dit. Mais ce fameux corps diplomatique qui fait que nous sommes partout présents dans le monde, et nous sommes encore écoutés. À votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a un président de la République qui s'est coupé et du peuple et de certaines élites, et peut-être en voulant les remplacer par ce que vous aviez appelé tout à l'heure, là, cette élite globalisée
qui en fait ne représente qu'un seul camp et qui ne représente qu'elle-même. Oui, alors il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites, et en même temps, mais moi-même, je n'y échappe pas, et dans les réponses que j'ai faites, j'ai un peu simplifié, bien sûr, le propos. Hein. On y est un petit peu tenu par le format, on n'est pas dans l'écrit. Alors, je dirais, il n'est pas totalement coupé du peuple, mais quand même d'une grande partie du peuple. On voit bien très clairement qu'il y a quatre masses. Hein. Ça a été théorisé au lendemain du premier tour de la présidentielle. Pour faire simple, il y a un électorat qui soutient encore aujourd'hui Emmanuel Macron, mais qui représente, on va dire, le quart, à peu près, le quart, hein, pour quelqu'un qui va sans doute être réélu dimanche prochain, le quart du corps électoral. Et c'est en particulier un électorat qu'on a vu qui est très segmenté, qui est plus riche, qui appartient aux grandes villes ou à l'ouest, on va dire, plutôt riant de la France, et qui est un électorat très âgé, puisque en fait, 42%, je crois, des personnes âgées de plus de 60 ans ont voté Emmanuel Macron. Et puis, on a une deuxième masse, effectivement, qui a voté, on va dire, pour la gauche ou l'extrême gauche, avec comme cœur, on va dire, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. On a un quart qui a voté pour la droite, voire extrême droite, ou droite radicale, on dira. Et puis on a un quart, et on l'oublie celui-là, mais il est fondamental, qui ne va même plus voter, hein, qui est complètement sorti du circuit. Rappelons quand même ce chiffre, hein, sauf en 2002, à aucune autre élection présidentielle, la première, on l'évoquait tout à l'heure, c'est celle de 1848, puis on en a de nouveau depuis 1965, à aucune autre élection, on avait eu un taux d'abstention aussi élevé que cette année au premier tour de la présidentielle. Donc tout cela est effectivement, vous avez raison, très très inquiétant. Alors j'en viens maintenant aux élites. Alors, je dirais que quand même Emmanuel Macron, et nous le voyons ces derniers jours, parce que il y a, alors le Front républicain est bien effrité hein, face à la droite radicale, ce qu'on appelle, ce que certains appellent l'extrême droite. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat, mais voilà, plus nuancé par rapport à l'extrême droite, mais une droite radicale, indéniablement. Le Front républicain est ébranlé, mais par contre, on voit que les différentes élites, pour différentes raisons, soit une peur réelle d'une arrivée au pouvoir d'une droite extrême incompétente ou qui mettrait à bas la Constitution ou qui affaiblirait sur la scène internationale la France, mais également par intérêt personnel ou par conviction philosophique, eh bien, fait des pétitions, alors qu'il s'agisse, par exemple, des universitaires, qu'il s'agisse des artistes, vous l'avez vu, qu'il s'agisse des sportifs, ou qu'il s'agisse, puisque vous évoquiez tout à l'heure les préfets, d'une partie du corps préfectoral. Mais là où je vais nuancer ce que nous disent nos médias, et je vais aller dans votre sens, il y a aussi, parce que je parle beaucoup avec les hauts fonctionnaires, avec les préfets, avec les sous-préfets, avec les diplomates, il y a une fronde, ça grogne dans ces corps élitaires, parmi ces hauts fonctionnaires tenus par le devoir de réserve, tout simplement parce que Macron a supprimé, vous l'avez vu, d'un trait de plume, eh bien, les grands corps. Il se trouve que pas plus tard que le dimanche de Pâques, apparut le décret qui actait, je dirais, l'extinction du corps diplomatique. Alors, il se trouve que j'en avais parlé quelques jours plus tôt, donc j'étais en alerte au moment où tout cela allait paraître, avec un certain nombre de nos grands diplomates. Et ça n'a pas manqué. Vous avez peut-être vu l'ancien ambassadeur à Washington qui pourtant a appelé à voter Macron, Gérard Haraud, qui a tweeté en disant « c'est un scandale, nous nous coupons vraiment de gens compétents, c'est la tradition d'un corps qui remonte à l'Ancien Régime et notre diplomatie va être abaissée ». Et pas plus tard que juste avant que nous ne prenions l'antenne, eh bien, Dominique de Villepin, qui lui aussi a dit qu'il soutiendrait Emmanuel Macron, eh bien, a publié un communiqué pour dire que c'est une faute historique. Alors, ça n'est pas rien quand même de dire une faute historique, que cette suppression du corps diplomatique. Donc, il y a en interne, je dirais, une colère qui gronde par rapport à ce que fait Macron. En fait, c'est, pour faire simple, là encore, pour schématiser, c'est aligner en fait nos élites dirigeantes et nos hauts fonctionnaires sur un modèle anglo-saxon
du New Public Management et en fait une interchangeabilité, je dirais, de ces fonctionnaires avec le fait que les carrières ne sont pas figées, on va changer de poste au fil de sa vie, mais on va également faire intervenir des intérêts privés. Et là, vous me voyez venir, c'est bien évidemment également, elles sont un peu dans l'œil du cyclone aujourd'hui, les sociétés de consulting, McKinsey et les autres sociétés qui sont dans l'ombre, parce qu'on va s'appuyer, bien évidemment, aussi sur ces sociétés, davantage que sur les hauts fonctionnaires. Et donc, on pourrait assister à un déclassement d'une certaine élite, et encore une fois, une certaine élite, parce que je fais, et pourtant j'adore le sport, etc., mais je fais toujours la distinction entre ces élites sportives, médiatiques, etc., et puis les vraies élites qui, pour moi, sont ces personnes qui ont fait l'ENA ou d'autres grandes écoles, ou qui sont montées au mérite et qui représentent réellement la France dans ce qu'elle a de plus profond. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais dénigrer les sportifs ou autres, loin de là, mais voilà, je fais encore ce distinguo entre des élites qui nous servent et des élites qui nous servent réellement, qui servent réellement la France et pas simplement elle-même. Et j'avais vu effectivement ce communiqué de Dominique de Villepin, et c'est encore une fois, c'est là qu'on se dit qu'on va encore avoir une fois, malheureusement et sûrement, un résultat d'élection présidentielle qui sera fait par défaut et non par réelle adhésion, malheureusement. Mais je vous remercie pour ces réponses fort intéressantes, d'avoir pris du temps de venir nous répondre. Et puis moi, j'espère qu'on pourra bientôt refaire une émission, parce que j'ai vu que vous aviez publié avec Jean Pullard et Jean Garrigue et Yves Brûlet. Et Yves Brûlet, effectivement, un ouvrage sur la première élection présidentielle de l'histoire, c'est de 1848. J'ai vu aussi que, alors je ne sais pas si c'est un de vos anciens élèves, Maxime Michelet. Ah, c'est l'un de mes doctorants. C'est un de vos doctorants. Alors, vous voyez qui a lui aussi commis un superbe ouvrage sur cette Seconde République, enfin sur le mandat présidentiel de Louis-Napoléon. Donc j'espère qu'on pourra faire une émission ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes très demandé justement par rapport à ce qui se passe avec nos fonctionnaires et nos bonnes élites, on va dire. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt, Eric Anso. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt. Donc. À très bientôt. Merci d'avoir répondu présent.